Finalement, les zombies seraient juste un phénomène comparable à une catastrophe naturelle, c'est bien ça? Oui, c'est intéressant d'observer comment les gens se comportent lorsque survient une catastrophe naturelle. Ceci est la réponse de Daisuke Sato à Shuji Gato lors d'une interview en 2010. Le zombie tel que la pop culture connaît généralement, c'est-à-dire le mort-vivant animé via un virus, est un concept qui vient de George Romero avec son film La Nuit des Morts-Vivants en 1968. Film qui donnera par ailleurs naissance à l'un des plus grands monstres du cinéma et de la pop culture avec le vampire. Nombre d'œuvres adaptent le zombie, que ce soit les romans avec World War Z ou les jeux vidéo avec le fabuleux Left 4 Dead. Malgré ces variations au cours des générations, surtout en tant que mort-vivant ou pas, certaines caractéristiques sont restées telles quelles. Sa façon de déambuler, les grognements, la propagation de la maladie et la rapidité de la propagation. En soi, le zombie est une force invisible et destructrice, qui ravage tout sur son passage tel un tsunami. Chose plus particulièrement vraie, car au-delà d'un certain nombre de personnes présentes au mètre carré, leur mouvement respecte l'application de la mécanique des fluides, tellement la présence est dense, comme un fluide, un liquide, un tsunami, donc une catastrophe naturelle. Comme je le disais, le zombie a eu pléthore d'adaptations, car c'est un monstre extrêmement intéressant. Déjà, c'est un monstre avec assez peu de faiblesses, car mis à part le feu et l'élimination de sa tête, c'est à peu près tout. Ce qui renforce son aspect de force inarrêtable. Ensuite, comparé aux autres monstres, qui sont surtout purement fantastiques et imaginaires, le zombie, lui, a une part de vérité, de crédibilité, de possibilité que ça arrive. Non pas en tant que mort vivant, donc de mort revenu à la vie, mais plus dans son aspect plus léger, celui de contrôle via un virus ou un corps étranger, un parasite, comme ce fut le cas dans le jeu The Last of Us. Les gens sont contaminés et contrôlés via un virus, et plus particulièrement un champignon. Par ailleurs, ce champignon existe bel et bien dans la réalité. Ophiocordyceps unilaterali, qui est son nom, est un champignon qui infecte et contrôle les formes. C'est aussi le cas avec le Dinocampus coccinellea, une guêpe qui pond un œuf dans une coccinelle, qui, en éclosant, se nourrira de la dite coccinelle. Puis lorsqu'il sortira du corps de la coccinelle, si elle est toujours en vie, se mettra à protéger la larve. Tout ça pour dire que le phénomène de zombie existe déjà. Celui à l'échelle des insectes, voire des rats. Cela permet de rajouter donc de la crédibilité au phénomène, sans passer par le fameux virus déviant de la rage et toute autre maladie. Outre cet aspect réaliste et possible, dans une certaine mesure, il permet d'aborder un certain point, celle de la chute de notre civilisation. Comment réagirait-elle face à une propagation d'une telle ampleur? Verrait-on une surcharge au niveau hospitalier? Les forces de l'ordre seront-elles capables de gérer la défense en même temps que le tri des infectés et des non-infectés? Mais surtout, comment réagiraient les humains entre eux? Parce que quand c'est une guerre, l'ennemi est déjà tout désigné, c'est le camp adverse. Lors d'une catastrophe naturelle, c'est surtout du domaine de la survie de l'adaptation, car on ne peut pas se défendre contre une telle force. Mais lors d'une invasion de zombies, qui est l'ennemi? Les contaminés, la famille des personnes contaminées, et qui sont prêts à tout pour défendre leurs chairs qui sont contaminées sous un prétexte qu'ils sont toujours là, à l'intérieur? Ou est-ce les survivants, pris de folie, qui deviennent violents, et ou qui se mettent à provoquer l'anarchie, parfois plus de morts que les zombies eux-mêmes? Comme dit le dicton, l'homme est surtout un loup pour l'homme. Et je pense que cela est encore plus vrai lors d'une période d'invasion de zombies. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on survit à l'apocalypse zombie en bonne compagnie.
School of the Dead ou HOTD et non House of the Dragon est un manga en 7 volumes, écrit par Daisuke Sato et dessiné par Shuji Sato. Et non, ils ne sont pas frères. Le manga est publié dans le Monthly Dragon Age à partir de septembre 2006. Il a connu plusieurs pauses, puis reprendra pour finir inachevé à jamais, suite au décès du scénariste. L'œuvre fut adaptée en animé le 5 juillet 2010 par Madhouse, avec 12 épisodes, et un OAV particulièrement oubliable en 2011. Le manga raconte la survie ainsi que la traversée de la ville de Tokonosu par les protagonistes. Nous sommes au Japon, et plus particulièrement le 13 avril 2010, date singulière qui est la chute de notre civilisation. C'est ce même jour que Takashi Komuro décida de sécher les cours et de ressasser ses souvenirs, dont sa dernière dispute avec son ami d'enfance. Il était en train d'observer quand soudain, un homme connu s'approche et se heurte au portail de l'école. Les enseignants sortent et lui demandent de partir, mais aucune réaction. Ils insistent quand soudain, l'homme mord le prof de sport, qui meurt sur le coup, et pour revenir en cadavre n'obéissant qu'à sa soif de faim et de violence. Takashi, voyant cela, décide d'aller chercher son ami d'enfance et de former, avec quelques autres survivants, dont l'infirmière scolaire, un groupe uni afin de survivre dans ce monde apocalyptique et de partir à la recherche de leurs parents. Shuji Sato est un mangaka ayant travaillé sur plusieurs hentai, ce qui explique la plastique de ses personnages féminins. Il a aussi publié différents doujinshi sous le nom de Inazuma et fait des mangas non hentai comme Triage X et Fire Fire Fire. Quant à Daisuke Sato, lui est un mangaka ainsi que concepteur de jeux de société et romancier, tout un programme. En tant que romancier, il a publié surtout des uchronies militaires, comme le roman nommé Saito, présentant un Japon divisé. Il a aussi participé à la création de plusieurs jeux de société, comme War in Vietnam, Red Sun Black Cross, qui sont encore dans l'univers militaire et dont il a adapté en roman. Puis en tant que mangaka, il a fait Nichibe Keisen 2025 et Imperial Guards, ainsi que A School of the Dead. Il décéda le 22 mars 2017, mettant fin définitivement au manga. Donc comme je le disais, les deux compères ne sont pas frères. Daisuke a rencontré Shoji sur recommandation. En effet, il cherchait un dessinateur, et c'est Kota Hirano, l'auteur de Hellsing, qui le recommanda à Shuji. Un personnage partage d'ailleurs le nom de Kota, en hommage probablement au mangaka. Passons maintenant au vif du sujet. L'œuvre dépeint une chute de l'humanité et la survie du groupe face aux zombies. Je ne parlerai pas de l'anime plus ecchi que le manga. Malgré cela, les dessins et l'animation, donc 80% du budget dans l'animation des boobs, est quand même très bien faite. De plus, les musiques et couleurs donnent crédit à l'ambiance sombre, solitaire et apocalyptique de l'œuvre. L'anime retrace les 4 premiers tomes fidèlement, à part pour l'OAV qui est 100% du fanservice et qui est donc oubliable. Donc, comme je le disais, nous allons plutôt nous concentrer sur le manga. Le manga est une œuvre horrifique, sur fond de ecchi, mais ce n'est pas un manga purement ecchi. Je pense que c'est surtout un moyen d'attirer les ventes. Nous savons tous que les choses sexualisées sont ceux qui se vendent le mieux, que le sont d'accord ou pas, c'est la stricte et pure vérité. Néanmoins, cela ne retire en rien la puissance graphique du dessinateur. Comme je le disais, c'est un dessinateur de hentai, et donc il maîtrise à la perfection le corps de ses personnages. Mais aussi, il maîtrise le design des armes et autres objets qui sont retranscrits à la perfection. En effet, d'après Daisuke, il faut un environnement extrêmement réaliste afin de pouvoir rendre encore plus surnaturelle la présence de la menace. Niveau développement de personnages, le travail est présent. Pas pour tous les personnages, malheureusement, et ni de la même qualité, mais cela reste toujours difficile de juger une œuvre avec uniquement 7 tomes, alors qu'elle était censée en avoir beaucoup plus.
On peut donc se baser sur leur caractérisation. Et là, ça fait extrêmement plaisir de voir des personnages non pas basés sur le seul fait de leur intelligence physique. D'ailleurs, l'auteur joue parfois même avec nous en nous pondant le cliché de la blonde à gros seins complètement neuneux, mais qui s'avérera être le repère adulte ainsi que médical, puisqu'elle maîtrise le domaine du précision chirurgicale. Elle a d'ailleurs été capable de calculer le temps de vie de zombies si leur corps était dû à pourrir, ce qui démontre une certaine intelligence et une maîtrise de ses connaissances. Idem pour ses personnages principaux. Daisuke arrive à les caractériser sur un plan supérieur qui est leur âge, et plus exactement leur place dans la société en tant que lycéen, chose qui sera par ailleurs le point central d'un de ses arcs. Et c'est quelque chose de génial, de voir leur confrontation avec les adultes encore attachés à l'ordre de la société, l'ancien ordre établi, alors que celle-ci, cette société même, s'est déjà effondrée depuis bien longtemps. En plus de ce problème d'adaptation sociétale, qui est assez complexe, car à ce moment-là, seulement 2 jours s'étaient écoulés, donc il faut une très grande adaptation, pratiquement impossible. Il aborde aussi les problèmes psychologiques, suite au fait de devoir tuer autant et à la présence extrême de violence et de désespoir ambiant, mais aussi de stress constant. Un des gros points forts de l'œuvre est la crédibilité des réactions des personnages. Je pense que ce qui intéresse l'auteur, c'est ce que pourrait faire l'humain face à une soudaine invasion de zombies, la perte de contrôle et les morts qui vont avec. C'est en ce point qu'il est intéressant de constater un réalisme effroyable que nous sert Daisuke, entre des amis qui se trahissent pour survivre, la naissance de petits groupes semblables à des sectes, l'animosité grandissante envers son voisin, qui peut devenir plus dangereux que les cadavres déambulants, ou la montée en puissance des pulsions les plus sombres de chacun, ou même encore la folie s'emparant des uns des autres et faisant sombrer la ville dans le chaos, la rébellion, voire le refus de s'adapter, ainsi que la rupture de communication vis-à-vis des forces armées et de la population. Tout cela est montré avec brio, mais outre les gens, Daisuke s'intéresse aussi aux organismes, les organismes d'État, la police, l'armée, les compagnies électriques, et même la réaction des pays entre eux. Comment la France réagirait si l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre ou les États-Unis subissaient une forte propagation du virus zombie, ce qui donne lieu à des situations évocatrices, telles que la conséquence directe d'une transformation du président des États-Unis, ainsi qu'une chute soudaine des décisionnaires de la puissance nucléaire. Car je vous le rappelle, si le président meurt, c'est la personne directement en dessous de lui qui devient président, qui entraîne une potentielle guerre nucléaire. D'ailleurs vue vient une petite fenêtre par les seuls humains encore sains d'esprit, qui sont les astronautes, donc hors de la Terre, et nous-mêmes, hors du manga. Il dénonce aussi l'ingérence et l'incapacité du gouvernement à pouvoir contrôler la propagation d'un virus aussi contagieux, d'une montée soudaine de morts, ainsi que la population remettant en cause les règles mises en vigueur. Cela ne vous fait-il pas penser à une situation quelque peu similaire, quelque peu récente? Mais à part tout ce que j'ai décrit, et qui correspond aux 2 premières journées suivant l'infection, Daisuke nous parle aussi de l'après, des militaires qui décident de oui ou non continuer à servir leur pays, et leur serment, du craquage psychologique face à tant de violence, au fait de devenir irritable, violent, extrêmement susceptible, voire imprévisible, mais aussi à relativiser, et qu'il faut réussir à s'amuser et prendre du plaisir en affrontant les hordes de morts vivants si on ne veut pas craquer, quitte à ne pas devenir l'un d'eux. L'autre point fort de Daisuke, et qui va de pair avec les réactions, c'est aussi les rebondissements et les difficultés rencontrées par notre petit groupe. Daisuke arrive à nous appliquer un rythme incroyablement stressant et fatigant, et où les courts moments de répit se savourent, car ils sont chers payés. Les personnages
sont constamment en mouvement, à fuir l'épidémie, puis à partir à la recherche de leurs parents. Et dès qu'ils ont une chance de se reposer, ce n'est que pour de courtes heures, voire minutes. Courtes heures que l'auteur utilisera d'ailleurs pour rajouter encore plus de difficultés, comme si cela ne suffisait pas évidemment. Mis à part leur fuite constante, l'auteur prend un malin plaisir à dessiner des montagnes russes. À chaque avantage que le groupe obtient, que ce soit du meilleur équipement, des vivres et autres, 3 pages plus tard, il l'anéantit d'une simple petite action. Actions qui sont magnifiquement bien pensées et mis directement en relation avec comment a réagi tel ou tel personnage, ou même voir telle nation. Ce qui nous fait vraiment ressentir tout l'impact de chaque situation et leur importance. Situations qui sont rarement vues ou présentées de cette manière dans le type zombie, je trouve. Prenons par exemple un concept simple qui est le silence. Au début, les cris de panique, les explosions ainsi que le chaos englobent la ville, ce qui fait que l'on ne sait pas où tourner de la tête, forcé de survivre tant bien que mal, malgré toute l'hystérie collective. Ensuite, une fois que la pandémie a nettoyé le gros de la population, il faut commencer à faire attention à certains bruits forts, tels que le bruit de tir ou même celui d'un véhicule, faute de commencer à tirer la horde. Et là où Daisuke frappe fort, c'est avec la pseudo-guerre nucléaire qui détruit tout objet électrique, annulant ainsi l'avantage des véhicules, lunettes de vision et autres objets du quotidien qui peuvent nous aider. En parallèle, cela handicape encore plus les personnages, car qui dit plus de bruit, dit plus de bruit environnant, et donc il faut s'adapter. Obligé de chuchoter, faire attention aux déplacements, mais aussi à l'environnement, car si eux ne font pas de bruit, même si les personnages sont silencieux, ce n'est pas le cas de la nature, que ce soit la foudre, ou même le bruit d'une petite brise qui secoue un carillon tout mignon, pour attirer une horde beaucoup moins mignonne. Et cela, c'est ce que fait Daisuke avec un seul concept qui est le bruit. À cela s'ajoutent les confrontations entre différents groupes, la nature humaine et ce qu'elle a défini, la psychologie sur le meurtre répété, ou même la réaction des organismes d'État, tels que l'armée par exemple. De par l'expérience de Daisuke dans le domaine des uchronies de guerre, et donc sur les réactions des organismes d'État, couplées à la puissance graphique de Shuji, qui apporte du sexy, mais surtout du réalisme à l'effroi, le duo nous lève une critique de l'humanité face à sa réaction future face à un tel cataclysme. Il nous pose 2 questions. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Ainsi que jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour survivre? Et vous, que feriez-vous pour survivre?